voilà, il criera sans doute, mais tant qu'on reste avant le repas, c'est bon. 15 minutes. Oui, 15 voilà, minutes, ça. donc c'est Alors, intéressant donc, d'avoir des précisions maintenant un alors, petit peu plus... pour aller d'abord dans le sens du terme, la problématique, on en avait déjà parlé quand j'étais venu à Valence, certains avaient été surpris que j'utilise le mot arsac, Tac. et finalement vous voyez que ça passe, même les conseils stratégiques. Alors l'idée est la suivante, c'est qu'en fait Karabakh c'est un mot turc, donc ça veut dire simplement le jardin noir. Donc quand vous dites en fait le Haut-Karabakh, c'est simplement le jardin noir qui est en haut. Et en réalité, quand vous faites juste Karabakh, vous le dites à la turque. Quand vous dites Nagorno-Karabakh, vous le dites à la russe. Et finalement, les Arméniens, les Hals, le disent Artsakh. Alors la problématique qui est sous-entendue après la modification du nom, c'est qu'en fait le Haut-Karabakh, donc j'utilise encore l'ancienne dénomination, n'a pas exactement le même tracé que l'Artsakh. Et ce qui veut dire qu'en fait, ça va permettre de revendiquer de façon plus claire l'historicité du territoire. Parce que si vous revendiquez avec un mot qui n'est pas le vôtre, à la fin on finit par se dire, c'est juste ça. Hein. Si vous imaginez maintenant, si je vous dis que le Karabakh c'est juste Stepanakert, et l'autre ils vont dire, mais alors Ebezor, et etc. Bon. Alors, la première problématique, je reviens sur le problème de la reconnaissance, ce n'est pas un pays reconnu, donc il n'a pas de statut de pays, hein, pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il y a des représentations, ça a été très bien dit. On a des représentations aussi bien donc, à Paris, à New York, mais aussi à Strasbourg avec l'Union européenne. Ce n'est pas un pays qui est reconnu par l'Arménie. Alors il faut faire attention parce que Noubar a utilisé une argumentation qui n'est pas valable, et qui changera, parce qu'en fait il faut savoir, je pense que tu le sais, mais tu n'as pas fait la corrélation entre les deux, c'est que l'Arménie, maintenant, elle commence à dire qu'elle pense qu'elle se prépare à le reconnaître. Donc, enlève de ton vocabulaire le terme annexion, parce qu'après, il va falloir que tu te mordes les doigts pour dire mais pourquoi je disais ça alors que maintenant on le fait. Donc, la problématique est la suivante, c'est que, premièrement, ça a été très bien dit, ça se voit que tu as voyagé là-bas, les Arméniens ne connaissent pas bien l'Artsakh. Pour vous dire, donc, il y a une tradition en Artsakh qui dit celui qui est de l'Artsakh, c'est celui qui est venu 3 fois. Donc en fait, avec ça, il essaie de dire que c'est quand même compliqué d'y aller. Hein. Normalement, quand on va avec Erevan, on va à Stepanakert, on met 7 heures de route. Donc jusqu'à Erevan, tout va bien. Après, c'est le début de la galère, parce que là, vous découvrez que la meilleure route du Caucase, c'est la meilleure route du Caucase, et pas d'ailleurs. Donc en fait, c'est bien d'y aller en voiture, c'est moins bien d'y aller en car, c'est moins bien d'aller en minibus. Hein. Sinon, moi j'ai compté le nombre de bosses que j'ai eu à la tête avec le minibus. Sur l'autoroute, ça va rappeler quand même les autoroutes de l'ex-Yougoslavie avec les nids de poules où on poussait même le car. Hein. Moi j'avais jamais fait ça. Pour faire sortir toutes les femmes, les hommes poussent le car. Hein, et pour qu'il démarre, et après on rentre tous en courant. Bon, eh bien, ça, non, mais je ne parle pas de l'Arménie, hein, je parle de la Yougoslavie. Hein, donc, bien sûr, ça a changé, mais pour vous dire qu'en fait, on a une mémoire de ça. Alors, maintenant, moi, je ne vous ai pas amené des cartes de l'Artsakh pour pas que vous faire peur. Donc, on y est allé 3 fois, hein, pour aller dans les critères. Donc, en 2007, en tant qu'observateur international pour les élections. En 2008, à l'occasion de la manifestation pour les 20 ans, évidemment, parce que tu sais qu'on aime bien les Arméniens commémorer, fêter, etc. Il faut savoir qu'en fait, ce n'est pas une tradition arménienne, c'est plutôt une tradition soviétique. Hein. Donc, au fur et à mesure, il faut changer un peu ça, mais on verra. Donc, les gens de l'Artsakh, par rapport aux gens d'Arménie, ils sont plus proches de la Russie. D'ailleurs, vous le remarquez, je pense... Tu parles arménien ? Je comprends. Non, c'est pas... si vous allez en Artsakh, vous allez vous rendre compte que l'arménien, donc comme ils disent encore des Karabakis, il est plus influencé par le vocabulaire russe. Et oui, ça pour moi c'est très simple, parce que comme je parle plus facilement le russe, dès que je comprends mieux l'arménien, je sais que c'est de l'Artsakh. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a une très grande influence, ne serait-ce que par la frontière. Quand tu as dit par exemple que la frontière était problématique, moi quand j'y suis allé en 2007,
Et c'était dans le cadre des élections. Donc j'avais choisi une région qui était officiellement inexistante sur les cartes, même arméniennes. Qu'est-ce que je veux dire par là? En 2007, et encore maintenant, malheureusement, les Arméniens ne dessinent pas bien correctement l'Artsakh. C'est-à-dire, en fait, il faut une partie indépendante qui est reliée par une autoroute, et c'est faux, puisqu'en fait, on fait déjà des élections dans des régions qui ne sont pas mises sur cette carte. Donc, les premières choses qu'on a fait, parce qu'on en parlait aussi de radio, je me rappelle quand j'avais dit à Radio Arménie, à Lyon, enfin d'ici, donc la petite Arménie, je dis, mettez une carte correcte, parce que c'est plus gros l'Artsakh que ce que vous dessinez. Hein, et là, on fait des élections. C'est pour de vrai. Bon. Donc les élections ont vraiment un statut, et on avait des interventions des observateurs internationaux qui ont bien montré qu'il s'agissait bien d'élections, parce que des fois, dans certains pays, on se demande ce que c'est les élections. Donc c'est bien des élections démocratiques. Et bon, il y a un apprentissage qui est fait aussi par la population, parce qu'il faut bien savoir que sous l'emprise soviétique, la notion d'élection démocratique, c'est quand même quelque chose de totalement nouveau. Hein. Alors, les gens, par exemple, on discutait, ils me disaient, mais on a vraiment le droit de voter pour lui? Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plusieurs bulletins, et ils disaient, on a le droit de voter pour tout le monde. Hein. Donc, ces genres de questions, en France, personne n'oserait poser ces questions. Mais en fait, là-bas, on comprend le contexte que, en gros, il pouvait y en avoir plusieurs, ils disaient, c'est lui. Donc dès qu'ils vous voyaient que vous ne partiez pas avec un seul bulletin dans le truc, là, il fallait leur expliquer qu'il fallait les prendre tous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, j'essaye de vous mettre un peu dans le contexte, parce que moi, ce que je remarque, c'est que quand on parle avec les Arméniens, en plus de France, pas seulement d'Arménie, ils sont très peu au courant, d'abord parce qu'ils ne sont jamais allés, et ils n'arrivent pas bien à comprendre quelle est l'ambiguïté ottomane par rapport à ça. Alors souvent, en fait, on est en porte-à-faux avec l'Artsakh, et c'est ça l'explication, et pas l'autre, c'est qu'on vous dit, soit vous laissez tomber le génocide, et on vous aide pour l'Artsakh, soit vous laissez tomber l'Artsakh, et on fait le génocide. Et donc les Arméniens, des fois, ils sont un peu embêtés en disant, qu'est-ce que je fais? C'est très simple, les deux. C'est-à-dire qu'en fait, la proposition de dire, c'est soit l'un, soit l'autre, je sacrifie, c'est une erreur. Donc on a des revendications des Azerbaïdjans. Les Azéris, en fait, il faut savoir que les Azéris, on les appelle Azéris en France. Bon. Donc, même pas ça, même pas ça. Tu vas voir où je veux en venir. Si vous allez en Artsakh, les Azéris, on les appelle Turcs. C'est très simple. Hein. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent très bien, ce que nous, on ne sait pas apparemment, c'est qu'en fait, c'est une entité totalement fabriquée sur mesure. Le territoire fabriqué sur mesure, hein, par une position franchement soviétique et même stalinienne, et le découpage du territoire n'a pas du tout été fait en fonction du patrimoine, en fonction des églises, des monastères, etc. Alors je vous rappelle donc dans le conflit, on avait souvent des attaques azéries contre les églises, et moi, comme tu sais, je suis toujours de l'efficacité, je dis que les églises arméniennes sont très efficaces, parce que c'est très difficile de les bombarder, puisqu'elles ont des toits très pointus. Et c'était vraiment un truc qui énervait les Azéris. Je vous signale qu'ils lançaient des bombes avec parachute, pour viser les églises. Alors, ce n'était pas par hasard, c'est-à-dire que c'est pas, ils tiraient partout, de temps en temps, ça tapait une église. Non. Alors, ça, il faut l'avoir en tête aussi, pour vous rendre compte que, quand on parle des droits fondamentaux des hommes, et par exemple de la notion de collectif, il faut bien se rendre compte que les Azéris savent très bien que l'Artsakh n'est pas azéri. Historiquement, oui. Mais ce n'est pas seulement historiquement, c'est encore les faits. Par exemple, en fait, il n'y a pas de bâtiment ancien azéri. Il reste une mosquée à Jussy. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très clair que c'est arménien. Donc, la première problématique est la suivante, et provient du traité de Kars. Donc à un moment, il faudra le changer, ça. On va voir comment ça va être fait. Le traité de Kars, c'est un traité très très subversif, puisqu'en fait, il a été signé par la Turquie et par l'Union soviétique à un moment où idéologiquement, ils étaient très proches. Et l'Arménie s'est retrouvée dans un piège, formidable piège, puisqu'en fait, elle était représentée par l'Union soviétique, donc par 15 États. En fait, ces 15 n'ont jamais été 15, ça a toujours été 1 et 14.
et même des fois les autres ils étaient encore plus bas. Et en fait, ils ont signé un accord qui est bilatéral et qui interdit l'intervention de tiers. Alors, regardez le problème de l'Arménie. Si elle intervient, elle est tiers, pas le droit. Si elle n'intervient pas, ça veut dire qu'elle est dedans. Donc elle a accepté que l'Union soviétique redonne hein, des territoires à la Turquie. Mais les territoires qu'elle a donnés à l'Union soviétique, c'est des territoires d'Arménie. Donc en fait, l'Arménie s'est posé la question, surtout à partir de 1991, quel est mon positionnement à partir du moment où moi je suis indépendant? Et là on a une problématique, c'est de dire, soit j'accepte que la Russie est État successeur de l'Union soviétique, mais en fait, État successeur, ça pourrait être aussi l'Arménie. En fait, ça pourrait être les 15 pays. Et là, la problématique, c'est, est-ce que je me mets à dos la Russie en disant que moi, je considère que le traité de Kars n'est pas valide, ou est-ce que je la garde de mon côté, parce que je me rappelle quand même que la frontière entre la Turquie et l'Arménie, eh bien, c'est la Russie qui y est. Donc c'est un statut très particulier, parce que ça, les Français et les Arméniens le savent, mais les Français seraient vraiment très surpris, par exemple, si on leur disait, la frontière avec l'Allemagne, il y a les États-Unis. Et d'un seul coup, on ne dit rien à un Français, mais tu peux te mettre à mal avec les États-Unis. Ah, il dirait, mais quand même, sur la frontière, je fais quoi? Ah, ben sur la frontière, tu verras après. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une très grande influence, évidemment, du bloc soviétique, et on le voit très bien pour les observateurs internationaux. 90% des observateurs internationaux proviennent de pays de l'ex-URSS. Alors regardez l'astuce et l'absurdité de la situation. La Russie essaye d'être neutre pour avoir le pétrole azéri et avoir les collaborations commerciales. Elle va quand même envoyer des représentants pour dire que les élections en Artsakh, qui normalement c'est un État voyou au sein de l'Azerbaïdjan, elle va dire elles ont lieu officiellement et de façon démocratique. Vous imaginez en fait le problème. Maintenant, vous savez qu'en fait on a le groupe de Minsk, on joue un rôle aussi en tant que France, et c'est pour ça que c'est bien d'organiser les voyages. Pourquoi? Si vous allez en Artsakh, bien vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties hautes, montagnes, et vous savez qu'en fait leur motif et leur credo c'est de dire nous et les montagnes, hein, et vous le voyez aussi par piquet tactique, c'est qu'en fait il y a des parties hautes et des parties basses. Alors, quand vous regardez les revendications qui se font au niveau des négociations, on vous dit ce serait bien de redonner aux Azéris cette partie. Bon, quelqu'un qui ne connaît pas l'endroit, soit il est arménien de base, c'est-à-dire il dit non, moi je ne redonne rien, soit il est arménien plutôt modéré, il se dit bon, bah, peut-être qu'il faut redonner, que nous on va prendre quelque chose, mais on a des problèmes d'ordre stratégique. Alors, lesquels? Eh bien, c'est très simple, c'est pour ça qu'on en a parlé au ministère de la Défense. Alors, moi je dirais ministère de la Défense, je sous-entends officieusement le ministère de la Défense de l'Artsakh, enfin vous comprenez. Donc, avec le ministère de la Défense et avec le ministère des Affaires étrangères, on en a parlé, et en fait, ils nous ont demandé de faire un draft pour expliquer la situation. Alors, c'est très simple, la partie qui doit être redonnée, qui voudrait être redonnée, qui en tout cas qui est présentée comme celle, c'est la partie qui considère l'Agdam. Agdam, en fait, c'est une partie plate. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'important? Eh bien, c'est très simple. Essayez de vous imaginer à Stepanakert, plat pays. D'accord? Essayez de vous imaginer à Souchi, haut, tout autour des montagnes. Là où il y avait des montagnes, c'est très simple, les Azéris n'ont pas pu lutter, donc ils sont restés de l'autre côté de la montagne. Et puis on a des parties, les étendues. Alors les étendues, qu'est-ce qui va se passer? Si en fait on redonne la partie d'Agdam, où en fait on avait une population azérie, c'est très simple. En quelques dizaines de minutes, les Azéris sont dans Stepanakert. Et Stepanakert, en fait, n'a pas le statut, donc c'est la capitale, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale, mais sur le plan géostratégique, elle a une très mauvaise situation. C'est-à-dire que Souchi est très stable, c'est une véritable forteresse, alors qu'en fait, Stepanakert, c'est le plat pays, ce qui fait qu'il n'y a aucune protection possible. Donc si vous avez de l'aviation, je dis le mot MiG par hasard, hein, si vous avez en fait des chars d'assaut, c'est l'endroit idéal pour y aller, alors que tout le reste, en fait, c'est quasiment infaisable. Bon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la partie
qui veulent reprendre, c'est justement la partie la plus dangereuse. Or, beaucoup d'Arméniens, parce qu'ils ne sont jamais allés, ont l'impression que c'est simplement un redécoupage de la carte. Or, les gens qui sont de l'Artsakh savent très bien que ce n'est pas du tout un découpage neutre. Il faut aussi savoir qu'après la guerre, et même la libération de ce territoire, on a encore 2 parties du territoire qui ont été perdues. C'est-à-dire qu'on avait libéré, qu'on a perdu au nord et à l'est. Et si vous regardez bien les cartes de la représentation, et c'est ces cartes-là que vous devriez avoir, vous allez vous rendre compte qu'elles sont hachurées, ces parties. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des parties qu'on pourrait avoir, mais simplement la ligne de front s'est déplacée. Alors la ligne de front, je reviens à la ligne de front, parce que certains ont découvert que la ligne de front était problématique au mois d'avril. Alors, je vous donne un exemple. Quand je suis allé en 2007, et j'ai demandé d'aller près de la ligne de front, la réponse du ministère des Affaires étrangères, c'est « je ne le sais pas ». Je ne le sais pas. Voilà. Bon, j'ai dit, puisque vous ne le savez pas, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, on y allait. Alors, c'est facile pour savoir où est cette ligne de front. C'est là où il y a plus d'impact de balles sur les plaques. Vous les voyez très bien, vous comprenez très bien où c'est. Bon. Alors, il faut aller avec des gens quand même qui s'y connaissent. Et donc, moi, quand j'ai ramené, par exemple, une grenade d'un grenadier. Voilà, parce que le contexte est un peu... Eh bien, je leur ai dit, voilà, ça, c'est de là où je ne suis pas allé. Alors après, ils m'ont dit, puisque tu n'es pas allé, tu pourrais nous faire un rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça, c'est un vocabulaire qu'on a très souvent en stratégie. Quelle est l'idée? C'était de dire, si on a une vision locale, avec une vision stratégique, est-ce qu'il y a des parties qu'on peut redonner? Est-ce qu'il y a des parties qu'on ne peut pas redonner? Alors là, maintenant, je vous donne l'exemple à l'envers. Donc, imaginez maintenant que vous avez un territoire, pas forcément l'Arménie, mais n'importe quel territoire, et on vous dit, forcément, dans le cadre des négociations, il faut redonner quelque chose. Eh bien, il faut vous demander, pas ce que vous allez donner, mais qu'est-ce que vous voulez ne pas perdre. Vous voyez, c'est à l'envers. En fait, vous avez certainement donné quelque chose, mais il y a des choses que vous devez ne pas donner. Par exemple, si vous donnez chouchi, c'est une catastrophe nationale. Parce qu'en fait, ça permettrait d'avoir un impact sur l'ensemble du territoire. Bon. Maintenant, à partir du moment où Stepanakert est placée là où elle est placée, elle n'est pas robuste. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le cadre des négociations, eh bien, ce n'est pas des parties qu'il faut gérer en tant qu'échange. Alors ça, si on le dit de façon si claire, ça permet de dire qu'il faut de toute façon travailler ailleurs. Alors là, au départ, ça surprend parce que les Arméniens qui ne sont pas allés se demandent pourquoi on a ce point de vue. Le point de vue est très clair. À partir du moment où on organise un voyage et on regarde comment est le territoire, il faut que vous sachiez en plus que c'est une partie riche. Parce qu'évidemment, quand on dit étendue, ça veut dire cultivée. Et donc, il faut savoir qu'en fait, il y a des anciens combattants arméniens qui se sont enrichis imaginez pas quelque chose de super capitaliste, qui se sont enrichis à partir de l'exploitation de ces champs. Donc c'est aussi un aspect économique, c'est pas moindre. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire en fait qu'on a un petit pays, et donc il y a 2 points de vue. Donc c'est, est-ce qu'on va aller vers un statut de totalement indépendance? Est-ce qu'on va aller vers un statut de rattachement? Est-ce qu'on va aller vers un statut d'indépendance pour le rattachement? Ou est-ce qu'on va aller, donc une autre technique, c'est par exemple les jumelages. Les chartes d'amitié, puisqu'on ne peut pas faire de jumelage. Voilà, c'est ça. Alors les chartes d'amitié. Ce pays n'est pas reconnu. Très bien, très bien. Il faut bien préciser. C'est pas grave, c'est pas grave. Les chartes de jumelage, vous avez tous compris que c'est ce qu'on appellera par la suite jumelage. Oui. Et donc, en fait, nous, il faut vous rendre compte que l'histoire, c'est ce qui décrit le passé, et la stratégie, c'est ce qui décrit l'avenir. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout que pour l'instant, on en parle simplement en tant que charte d'amitié, mais il faut bien se rendre compte que l'objectif, c'est des jumelages. Très bien. Alors, à partir du moment où on a des jumelages et on voit des gens circuler dans les 2 sens, on a le problème aussi de l'aspect économique. On a eu un changement, par exemple, de l'ambassadeur arménien à Athènes, où très clairement, quand on est dans le cadre, parce que je suis aussi là-bas le président de l'équivalent de Arménie-Grèce,
il m'a dit, nous, notre point de vue, c'est le changement économique. Voilà. Alors, donc, le changement économique joue un rôle stratégique dans une situation où, normalement, on se dit, on ne peut pas avoir de rapport officiel. Mais le changement économique permet de créer des liens, renforcés évidemment dans le cadre de l'amitié, mais il permet de créer des liens d'interdépendance. Alors ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous avez un député arménien d'Arménie qui est invité à l'Assemblée de l'Artsakh et qui parle, eh bien, vous allez vous dire, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'en fait, de toute façon, on n'est pas reconnu. Le fait simplement qu'un député vienne, c'est déjà une reconnaissance, entre guillemets, partielle, je veux dire, plutôt de facto et pas des jurés, mais c'est déjà un point de vue très très important. Alors, pour vous rendre compte aussi d'une problématique à laquelle on ne donne pas d'importance, c'est que le président de l'Artsakh est aussi devenu par la suite président de l'Arménie. Ça, c'est pas un point... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un pays qu'on ne reconnaît pas, mais dont le président est devenu le président du pays qu'on reconnaît. Alors on se dit... Ça existe un pays qu'on ne reconnaît pas. Bien sûr, non, mais ce n'est pas un pays justement, il n'a pas le statut de pays. Il n'y a pas le statut de Quand je veux dire pays qu'on ne reconnaît pas, ça veut dire qu'il a l'infrastructure d'un pays, mais comme on ne le reconnaît pas au niveau, même pas des Nations Unies, rien du tout, il n'a pas de statut de pays. D'accord, c'est pareil. Par exemple, la Palestine est devenue maintenant observateur aux Nations Unies, mais n'est pas encore reconnue comme un véritable pays. D'accord? Donc c'est juste ça que je voulais dire. Donc, notre problématique pour clore, c'est la chose suivante. L'Arménie a changé de point de vue. L'Arménie a changé de point de vue, et maintenant, quand elle est ennuyée par certaines déclarations, elle commence à dire officiellement que moi, je vais peut-être reconnaître l'Artsakh. Ça n'existait pas avant. Avant, on avait une argumentation, comme tu l'as mentionné, du genre, est-ce que c'est pas une négation? Est-ce que c'est pas un non-sens? Puisque de toute façon, ce serait les Arméniens qui reconnaissent les Arméniens. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, il faut bien se rendre compte qu'on parle d'étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'Artsakh va se développer comme un pays de facto, hein, pour pas gêner madame, jusqu'à arriver à un pays peut-être